This is Paige DeSorbo from Giggly Squad. Boost Mobile is no longer that prepaid wireless company you remember. They've invested billions into building their own 5G towers across America. With Boost Mobile's networks, customers enjoy the speed and service they'd expect from the big three. Plus, groundbreaking benefits you'd only get from a true challenger of the industry. Boost Mobile will let you try the network risk-free for 30 days. So visit your nearest Boost Mobile store or find us online at boostmobile.com today. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Hello, salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau podcast Touchdown Actu. On continue les pastilles post-draft, notre évaluation pour chacune des équipes. Tonio Ajavon au micro et pour m'accompagner cette fois-ci, c'est Nitinia Simyong qui est avec moi. Comment ça va Niti ? Bonjour Antonio, bonjour à tous. Eh ben écoute, ça va très très bien et j'espère que toi aussi tu vas bien. Ouais, ça va très bien parce que en plus on va parler d'une cuvée intéressante, celle des Cincinnati Bengals qui fait beaucoup parler depuis le soir de la draft, un peu comme celle des Falcons qu'on avait abordée avec Cyprien il y a quelques jours. Celle des Bengals est assez polarisante avec des choix qui font parler. Ben, on va en discuter tout de suite, Niti, avec d'abord le positif. Quelle est pour toi la meilleure sélection parmi tous les joueurs que je vais citer? Shemar Stewart qui a été sélectionné avec le 17e choix au premier tour, le pass rusher de Texas A&M, Demetrius Knight, le linebacker de South Carolina au deuxième tour, Dylan Fairchild, le garde de Georgia au troisième, Barrett Carter, le linebacker de Clemson au quatrième tour, Jalen Rivers, le tackle de Miami au cinquième, Taj Brooks, le running back de Texas Tech au sixième tour. Voilà pour la draft des Bengals. Quel est le meilleur choix selon toi parmi tous ces joueurs? Moi j'ai bien aimé leur choix du troisième tour. Dylan Fairchild, le garde de Georgia, parce que la ligne offensive c'était un vrai besoin avec déjà Alex Capa qui était coupé et un Cordell Volson qui n'a pas été très bon, on va dire. Moi je pense qu'il peut jouer garde droit. Voilà, et en plus, sur 876 snaps selon PFF, il a autorisé un seul sac dans toute sa carrière universitaire. En plus, c'est un coéquipier à Marius Mims, donc Marius Mims qui était le choix de l'année dernière au premier tour en tant que tackle pour les Bengals. Donc moi, je trouve que c'est un très très bon choix sur la ligne offensive pour protéger Joe Burrow. Sur le jeu de course, il faut encore un peu de travail, mais sinon, c'est plutôt pas mal ce qu'a fait Dylan Fairchild à Georgia. Ouais, ben, en soi, moi j'ai pas tant de soucis avec la sélection de Fairchild à ce niveau de la draft. Parce que, ouais, effectivement, c'est un joueur ben, qui vaut une sélection au troisième tour. Il a des qualités, il a des défauts qui font que il était pas prévu plus haut dans cette draft. Ce qui m'embête un peu plus, c'est plus le fait qu'ils aient attendu le troisième tour justement pour adresser Ouais. ce besoin, parce qu'ils avaient vraiment besoin justement de renforcer l'intérieur de cette ligne offensive. Mais non, effectivement, Dylan Fairchild à ce niveau de la draft, ouais, c'est à mon sens aussi une bonne sélection. Pour moi, mon choix préféré, ben, je vais aller tout à la fin, leur dernier choix. Taj Brooks, le running back de Texas Tech. Pourquoi? Parce qu'on l'a répété tout au long de ce processus de draft sur les antennes de TDA et ailleurs, si vous écoutez également des analystes américains, c'était une cuvée exceptionnelle au poste de running back cette année, avec la possibilité de trouver des bons joueurs même tard. Et ben, la preuve avec Taj Brooks, qui est un bon joueur, qui a été ultra productif au niveau universitaire. Alors, qu'est-ce qu'il en sera au niveau professionnel? Est-ce que ça va être un titulaire à 100%? J'en doute. C'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il est tombé aussi loin dans la draft.
Mais il n'empêche que c'est pas du luxe pour Cincinnati de renforcer ce comité de running back. Ils ont recruté Zach Moss et ils ont enregistré le retour de Samaje Perine pendant l'intersaison. Ce sont pas des foudres de guerre non plus. Zach Moss peut-être un peu plus parce que Samaje Perine sort d'une saison assez catastrophique du côté de Kansas City. Mais ce sont pas des joueurs avec lesquels tu te dis c'est bon, je suis couvert au poste de running back derrière Chase Brown. Et donc, je peux me permettre de passer sur les running backs de cette QV, encore une fois, qui est exceptionnel. Tash Brooks, un joueur de qualité euh, qui, en plus, est plutôt performant dans le jeu de passe, qui a finalement un profil assez similaire à Perrine. Le récupérer aussi tard pour donner une arme supplémentaire à Joe Burrow, pour moi, c'est une bonne chose et c'est mon choix préféré des Bengals lors de cette draft. Ouais, c'est un très bon choix. Après, moi, j'ai noté, c'est un bon choix, mais il n'était pas nécessaire, on va dire, vu que tu as déjà cité les running backs qui étaient déjà là. Mais après, je comprends ton argument en disant que derrière Chase Brown, il n'y a pas forcément une doublure de qualité parce que Zach Moss, voilà, ça fait plusieurs années qu'il est là, il n'a jamais été fiable, ne serait-ce qu'en running back numéro un ou voire numéro 2 ou numéro 3. Et puis Samaje Perine aussi, c'est plus un running back pour les playoffs, hein, c'est pas un running back pour la saison régulière. Voilà, Kansas City était un running back numéro 4, je pense qu'il va le rester. Mais je pense que Taj Brooks, effectivement, il est amené à être un très solide numéro 2 dans les années à venir. Très bon choix également. Mais même si pour moi, c'était pas forcément nécessaire, mais au sixième tour, honnêtement, c'est pas forcément préjudiciable. Ouais, 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 ouais. Tout à fait. On va maintenant passer à nos remarques un peu plus acerbes avec le choix qu'on a le moins aimé pour cette cuvée des Bengals. Je te laisse la parole, Niti. Quelle est selon toi la plus mauvaise sélection opérée par Cincinnati? Bah écoute, cette draft de Cincinnati, elle est assez, comment dire, il y a beaucoup de choses à dire. Et parmi les choses à dire, bah, il y a ces choix négatifs. Et pour moi, leur choix le plus négatif, bah, c'est le premier, tout simplement, chez Mark Ok, Stewart, ok. donc pass rusher de Texas A&M. Parce qu'en fait, voilà, déjà il fallait un pass rusher du côté de Cincinnati, au vu déjà de la situation de Trey Hendrickson, et, au- et parce que Sam Hubbard est parti. Donc il y avait un besoin de pass rusher. Mais il y avait tellement de pass rushers disponibles. Il y avait donc lui, il y avait James Pierce, il y avait Donovan Ezeuku, il y avait Mike Green, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient disponibles pour les Bengals. Et le choix qu'ils ont fait, bah pour moi, c'est le pire, en fait, parce que le besoin, il est rempli. Mais déjà, il y a un gros déficit de production. C'est 4,5 sacks sur les 3 saisons qu'il a fait en université. C'est pas beaucoup. Et surtout, c'est 27% de plaquage manqué. Alors, je veux bien les tests athlétiques, etc. Il a eu un combine exceptionnel, etc. Mais ce n'est même pas un choix du premier tour. C'est peut-être un choix du deuxième tour, mais c'est pas un choix du premier tour. Je suis désolé. Et si c'est lui pour prendre la succession de Trent Dixon, si jamais il l'a amené à partir, alors je souhaite à Al Golden bonne chance pour le développer parce que il y a beaucoup d'éléments à travailler, mais ça ne vaut pas un choix du premier tour. Je suis désolé. Donc voilà, c'est un peu trop lourd pour un coup de gueule, mais c'est vraiment c'est abusé pour moi ce choix. Il est comme le disait Cyprien, il est horrible ce choix. Voilà. Bah, écoute, pour apporter de l'eau au moulin, je pense que c'était le joueur, je vais encore utiliser ce mot, le plus polarisant de tout ce processus draft. Euh, Justement parce qu'il présente un profil totalement ambivalent. Il y a d'un côté ses qualités athlétiques qui sont exceptionnelles, qui sortent du lot évidemment, et il y a de l'autre côté un manque de production qui est non seulement criant, mais qui est en plus inexplicable. Comment un tel athlète peut avoir une production aussi faible? Ça pose énormément de questions. Et il faut supposer que le front office des Bengals a eu des réponses satisfaisantes à ces questions, parce que c'est des questions qu'on est obligé de se poser. Quand tu es un joueur avec de telles qualités, une telle explosivité, pourquoi ta production est aussi faible? Est-ce que c'est une question de mentalité? Est-ce que c'est une question de game plan des coachs défensifs à Texas A&M? Il y a plein de questions qui méritent d'être posées. Je suppose que les Bengals les ont posées à chez Mark Stewart et à son entourage et qu'ils ont eu des réponses satisfaisantes, mais
évidemment, voilà, c'est un joueur qui clive, tout Bah, simplement. On, on adore ou écoute, on déteste. écoute, pour le choix de chez Mark Stewart au premier tour, je pense que ça peut faire sens si déjà il y a eu un peu de production, mais même au-delà de la production, de la faible production, il était au sein d'une ligne défensive texasienne qui était qualitative. Il y avait Shemar Turner, il y avait Nick Scotton à ses côtés. Il n'était même pas capable de produire. Alors, s'il y avait Trey Hendrickson, il est encore incapable de produire en tant que pass rusher en numéro 2. Comme je le dis et je le répète, je souhaite bonne chance à tout le staff défensif pour le développer, car athlétiquement, il n'y a peut-être rien à dire. Mais alors dans la technique, dans le décrochement, dans le travail des mains ou même des pieds, il faut vraiment, vraiment travailler. Mais au moins le besoin il est rempli. C'est déjà ça. Mais le joueur il n'y est pas. Ça c'est sûr que le besoin est rempli. Et juste avant de conclure ce chapitre chez Mark Stewart, sur lequel je vais revenir pour une catégorie suivante, pour moi, la personne clé, tu l'as cité rapidement, c'est Al Golden. C'est un pari sur Al Golden, ses capacités à enseigner, parce qu'effectivement, il y a du travail, et si ce travail n'est pas fait, malheureusement, il y a marqué bust, bust en gros et en majuscule. Mais si ce travail est fait, ben, on peut croire à un futur pass rusher titulaire de haut niveau. Pour moi, la plus mauvaise sélection, sans être aussi sévère que toi sur Stewart, ce sera Demetrius Knight, le linebacker qui a été sélectionné au second tour. Déjà, c'est une surprise de le voir sélectionné aussi haut. Parce que contrairement au poste de running back, le poste de linebacker n'était pas très fourni lors de cette draft. Et en plus, voilà, un joueur de ce pédigré, même dans une QV fournie, pour moi, ne mérite pas une sélection au second tour. Bon, c'est- on va éviter d'aller sur la critique facile de son âge, parce que si tu es âgé et que tu es un bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il est âgé, il va avoir 25 ans en juillet, et qu'il y a encore pas mal de choses à travailler, à mon sens, pour être un linebacker titulaire de haut niveau dans cette ligue. Bon, après, le côté positif, c'est que il a un très bon caractère. C'est un leader sur le terrain. Ça, il n'y a pas de souci. Il aura sa place aussi, je pense, au minimum dans la rotation, parce qu'il y avait un besoin à ce poste pour Cincinnati. Mais le joueur pardon de parler comme ça, mais il est pas fini, quoi. Il est pas fini. Il y a encore des choses à travailler, alors qu'il a joué énormément à l'université, ce qui explique évidemment son âge aujourd'hui. Et donc voilà, c'est une sélection qui pour moi est surprenante. S'il avait été sélectionné au quatrième tour, voire même plus tard, j'aurais pas eu grand-chose à dire, mais dépenser un capital aussi élevé au second tour pour un joueur dont le plafond n'est pas très élevé, et pour lequel il reste encore du travail pour en faire un joueur de haut niveau, voilà, pour moi, c'est pas une sélection très à propos. Bah écoute, c'était la faiblesse des Bengals l'année dernière, la défense. Je sais pas si avec cette sélection ils vont l'améliorer, hein, parce que alors je dis pas qu'il faut qu'un joueur résolve tous les problèmes de la défense des Bengals, ça c'est le boulot de Al Golden, le coordinateur défensif. Mais je suis d'accord avec toi, ce choix n'est pas bon. Il est pas bon ce choix. Je comprends pas pourquoi tu. D'ailleurs, pourquoi tu prends Demetrius Knight, linebacker au deuxième tour, si pour après c'est pour Ouais, sélectionner Barrett Carter, ouais, ouais, ouais. linebacker de Clemson, qui est très très bon, je trouve, alors que tu aurais pu limite prendre un garde Mais voilà. ou peut-être, pourquoi pas, un tackle, tu vois, pour donner de la profondeur à la ligne offensive pour protéger Joe Burrow. Donc c'est pour ça que je comprends qu'il fallait adresser la défense parmi les premiers choix parce que tu avais des problèmes en défense. Mais linebacker au deuxième tour, ça n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas que linebacker comme problème. Tu as aussi cornerback, tu as aussi safety comme gros problème. Donc non, ce choix n'est pas bon. Ce choix n'est pas bon. Le besoin est peut-être rempli, mais c'est pas le bon joueur. Je suis, je suis désolé, et pas à ce tour-là. En tout cas, c'est plus une question de stratégie, en fait, cette sélection, parce que le joueur, ouais, je veux bien l'entendre qu'il peut être bon, mais ça va pas résoudre les problèmes défensifs qu'ont les Bengals. Ouais, ben, c'est exactement ça ce que
que tu as mentionné, c'est aussi le prix de l'opportunité. Alors, je ne sais pas si en français ça a beaucoup de sens, mais la traduction, en gros, c'est que à la place de Demetrius, ils auraient pu choisir un garde qui, à mon avis, était de meilleur niveau, comme par exemple Tate Ratledge Oui, de c'est ça. Georgia Mhm. que Détroit a sélectionné parce que évidemment un garde de ce niveau va du côté des Lions. Ouais. Donc ils auraient pu prendre un joueur comme Ratledge à ce niveau-là et peut-être même retrouver Demetrius Knight plus tard au troisième tour. Et même s'il n'y était Mhm. pas, ben, c'est pas très grave. Il y avait d'autres linebackers de niveau comparable à sélectionner plus tard, alors que le poste de garde était pour moi plus important. Le poste de safety également, il y avait un Kevin Winston Jr. qui était encore disponible. Ouais. Enfin voilà, Mhm. pour moi, effectivement, sans être trop sévère sur Demetrius Knight, c'est surtout le fait de l'avoir sélectionné si haut, alors qu'il y avait d'autres joueurs de meilleur niveau disponibles à des postes de besoin qui me posent problème. On va enchaîner tout de suite avec une catégorie peut-être un peu plus positive, les joueurs qui auront, selon nous, le plus d'impact immédiatement dès leur saison rookie. Je te laisse de nouveau la parole, Niti. Quel rookie sera le plus impactant pour les Bengals cette année? Eh ben écoute, j'espère qu'il sera titulaire au poste de linebacker parce que moi je pense que Barrett Carter peut avoir un impact, même si c'est un choix du quatrième tour. Il a beaucoup de potentiel et c'est un bon joueur, voilà, que je suis depuis déjà de nombreuses années. Donc en plus, d'après ce que j'ai entendu, Jermaine Pratt peut être coupé. Donc franchement, Barrett Carter, ça peut être un futur leader. Il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau du plaquage, mais il peut avoir un impact dès la première année pour peut-être être le futur leader de la défense des Bengals. Donc, c'est un joueur que j'aime bien, qui va avoir son mot à dire dès la première saison. Ouais, moi, ce que j'aime bien chez Barrett Carter, alors déjà, j'aime bien sa sélection à ce niveau de la draft, pour le coup, contrairement à Demetrius Knight. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en tout cas, au niveau universitaire, on le voyait sur le terrain. C'est un joueur qui était très actif, qui savait mettre ses mains pour casser des passes, qu'on voyait souvent Mm. actif au niveau des plaquages. Et ça, c'est un joueur avec le type de joueur avec lequel on peut travailler. Quelqu'un qui, sans être parfait, a le sens du jeu, le sens du ballon. Il sait parfois même instinctivement où se placer pour impacter. Donc ouais, c'est plutôt un bon choix. Pour cette catégorie, moi, je vais aller du coup sur Shemar Stewart. Pourquoi je pense qu'il aura un impact? Parce qu'avec cette sélection aussi haut et avec le besoin qu'avaient les Bengals sur la ligne défensive, il sera sur le terrain. Il sera obligé d'être Ah sur le bah, terrain. Et donc, heureusement, j'ai envie de dire. ben ouais, ouais. Il aura toutes les opportunités pour briller. S'il n'est pas bon, c'est qu'il n'est vraiment pas bon. Mais il aura toutes les opportunités pour briller parce que les Bengals vont lui donner, parce que c'est un besoin et parce que le prix payé en premier tour est quand même assez conséquent. Donc, est-ce que je suppose qu'il aura cet impact? Honnêtement, je pense qu'il est encore un peu trop. Il est pas assez raffiné pour aller chercher les 8 ou 10 sacs dès cette première saison. Encore qu'il peut me donner tort, mais moi, je pense pas. Mais s'il le fait, c'est vraiment parce qu'il aura l'opportunité. Et de tous les joueurs qu'ils ont sélectionnés lors de cette draft, je pense que c'est celui qui verra le plus le terrain cette saison. On va terminer ce podcast comme on termine toutes les pastilles. Vous en avez l'habitude maintenant depuis plusieurs jours par la note globale que l'on donne à cette draft. Cette draft donc clivante, polarisante. Écoute, je vais commencer par donner ma note. Moi, je vais faire un peu une réponse de Normand. Je vais donner 5 sur 10 parce qu'il y a des sélections que j'aime bien. Tash Brooks, j'aime bien. Barrett Carter, j'aime bien. Et il y a des sélections que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. J'en ai parlé, Demetrius Knight, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens à ce niveau de la draft. Un joueur assez âgé dont le potentiel n'est plus très, très élevé, à mon avis. Et puis chez Mark Stewart, il y a là, pour le coup, un potentiel de bust, malheureusement. Voilà, et on ne le souhaite pas, évidemment. D'ailleurs, je ne présume pas qu'il soit un bust, mais c'est le genre de joueur où la possibilité de bust est vraiment grande. Et si ça se transforme en bust, cette draft sera assez catastrophique pour les Bengals. Alors que s'ils avaient fait un choix plus safe, disons, ça aurait été, enfin en tout cas ma note aurait été un peu meilleure. Donc voilà, je dis 5 sur 10. Un peu réponse de Normand, je me mouille pas trop, mais voilà, des sélections que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime beaucoup moins. C'est la moyenne pour moi. Écoute, je te trouve très gentil avec cette draft.
Parce qu'en fait, le contexte, c'est que les Bengals, ils ont un quarterback, voilà, pour les mener au Super Bowl. Voilà. Ils ont une attaque pour le faire également. Voilà, ils ont des joueurs pour le faire. Mais après, il y avait ce besoin d'améliorer la défense via la draft et la ligne offensive. Déjà, tu ne fais que 6 choix. Voilà, donc déjà, il y avait un vrai problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de descendre, ils n'ont même pas essayé voilà, d'engranger des choix de draft. Donc déjà, là, c'est un vrai problème pour moi. Chez Mars Stewart, après, pour le deuxième point, c'est un pari et c'est un projet. Alors, le projet a l'air excitant pour les Bengals, pour moi, il l'est pas. Surtout quand tu as Joe Burrow en tant que quarterback. Donc en fait, je pense à ça en fait. Joe Burrow, il est pas passé il a fait une saison de MVP, mais il a été plombé par sa défense. Et ben là, je suis désolé avec cette draft, je pense qu'il va encore l'être plus. Donc et prendre deux linebackers, honnêtement, bah je comprends pas. Pas de tackle non plus pour la profondeur, pas de profondeur en plus sur la ligne offensive, pas de cornerback non plus. Donc c'est pour moi c'est très mauvaise draft. Donc moi je mets 2 sur 10. J'aurais pu aller à 3 Wow! sur 10. Wow, wow, J'aurais wow! pu aller à 3 sur 10. Mais non, je vais mettre 2 parce que j'aime pas cette draft, Tonio. J'aime vraiment pas cette draft. Je comprends pas comment tu vas bousiller le talent de Joe Burrow, Jamar Chase, Ward Higgins avec ça. Donc je comprends pas. J'ai du mal avec cette draft personnellement. Des arguments qui s'entendent, et ce sera évidemment aux joueurs de donner tort ou bien raison à Nitti et à moi-même, puisque je ne suis pas totalement convaincu non plus. Mais on va arrêter ce podcast donc sur ces mots. Évidemment, le site internet touchdownactu.com, vous le connaissez. Sur les réseaux sociaux, c'est TD Actu partout, sauf sur Instagram, Touchdown Actu en entier. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle pastille pour continuer à analyser cette draft. Niti, merci de m'avoir accompagné Merci à toi, Tonio, et à la prochaine. et à très très vite. Ciao. This podcast is brought to you by Aura. Imagine waking up to find your bank account drained, bills for loans you never took out, a warrant for your arrest, all because someone stole your identity. Hackers aren't waiting. Why are you? That's why we're thrilled to partner with Aura. Your personal data is a goldmine for hackers, and Aura helps lock it down. Aura monitors the dark web, blocks data brokers from selling your information, includes a VPN for private browsing, and a password manager to secure your accounts before criminals break in. For a limited time, Aura is offering our listeners a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and start protecting yourself and your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.